Merci, chers maîtres, chers collègues. Merci de me permettre de poursuivre ce cours sur le rétinoblastome en l'abordant dans son aspect diagnostic différentiel. Alors, on l'a dit tantôt, le rétinoblastome, c'est une tumeur maligne rétinienne pédiatrique avec des signes assez caractéristiques, notamment la leucocorie, donc la présence d'un reflet blanchâtre dans l'aire pupillaire, un strabisme dans les cas où la localisation tumorale se fait au pôle postérieur, une exophthalmie, un exorbitisme pour les formes avancées, et des manifestations atypiques dominées par des manifestations pseudo-inflammatoires qui vont renforcer le doute diagnostique. Alors, un petit rappel, donc le diagnostic positif reposera sur un examen du fond d'œil et si possible une rétinophotographie qui va permettre de caractériser la tumeur, les tumeurs endophytiques, exophytiques et les infiltrantes diffuses. L'imagerie médicale, notamment l'échographie, va permettre d'individualiser la tumeur par une image hyperéchogène avec des calcifications intraoculaires, intratumorales. L'IRM et la TDM permettront notamment, avec l'IRM qui est l'examen clé, de renforcer le diagnostic de présomption. Alors, le diagnostic différentiel se fera essentiellement avec les formes intraoculaires, où il faudra éliminer un certain nombre de pathologies du segment postérieur. Dans notre contexte, nous recevons plusieurs malades au stade d'exophthalmie et d'exorbitisme. Donc, il faudra également éliminer des pathologies orbitaires de l'enfant, notamment tumorales. Mais cependant, après un examen bien conduit et un examen paraclinique, devant le doute, le traitement devra être discuté. Et généralement, une énucléation devra être proposée parce qu'il vaut mieux, d'aucuns disaient qu'il vaut mieux énucléer un œil non fonctionnel et dangereux plutôt que de laisser évoluer un rétinoblastome. Pour le diagnostic différentiel, selon la littérature, plusieurs auteurs ont fait des études dans différentes séries sans consensus. Donc, ils l'ont abordé soit par la fréquence, une difficulté diagnostique, le pronostic. En tout cas, pas de consensus le consensus n'a pas été retrouvé dans la littérature. Donc, nous avons choisi de les traiter en affection congénitale, en affection vasculaire, en affection inflammatoire et d'autres. Donc, pour les affections congénitales, donc la première pathologie qu'il faudra évoquer, c'est la cataracte congénitale. Donc, qu'elle soit constitutionnelle, héréditaire, familiale, ou au décours d'une embryophotopathie. Donc, le diagnostic se fera assez aisément par l'examen après une dilatation, qui va donc retrouver une opacification au niveau du cristallin. Donc, cette opacification peut être soit totale, soit partielle, mais il faudrait quand même faire un examen du segment postérieur, soit par le fond d'œil, si l'état du cristallin le permet, ou par une échographie pour éliminer la présence d'une tumeur du segment postérieur. Donc, autre pathologie congénitale, c'est la persistance et l'hyperplasie du vitré primitif. Donc, c'est certainement l'une des pathologies les plus fréquentes dans le diagnostic différentiel du rétinoblastome. Donc, au cours du développement intra-utérin, on devrait, à la fin du deuxième trimestre, avoir une involution de la vascularisation fœtale au niveau du vitré primitif. Donc, la persistance anormale de ce système vasculaire va donner un tableau clinique polymorphe. Donc, dans les formes antérieures, donc la leucocorie sera présente depuis la naissance, avec une membrane fibrovasculaire rétrocristallinienne blanchâtre étendue. Cependant, il y a des signes oculaires associés qui sont présomptifs du diagnostic, une microphthalmie et surtout un étirement des procès ciliaires après dilatation du patient. Donc, pour les formes postérieures, donc on peut avoir une condensation fibrogliale à point de départ papillaire et qui se poursuit dans le vitré. Donc, pour les formes mixtes, c'est un tractus vasculaire qui va se faire avec une attache papillaire. L'échographie va permettre de poser le diagnostic, donc en mode B qui va montrer la persistance du canal bloqué. Et si on a la possibilité
réaliser une échographie Doppler va montrer le reliquat et la perméabilité du reliquat de la vascularisation méridienne. Donc, autre affection congénitale, le colobome choriorétinien, qui peut donner un tableau de leucocorie. Donc, c'est lié à un défaut de fermeture de la forme embryonnaire qui donne une lésion en cratère au fond d'œil, surplombée par des vaisseaux. Il faudra rechercher d'autres localisations du colobome, notamment au niveau iérien et du nerf optique. L'association à un syndrome polymalformatif n'est pas anodin. Donc, un autre groupe de pathologies beaucoup plus rares, donc la dysplasie vitréo-rétinienne, toujours donnant une leucocorie, avec une masse blanchâtre reliée à une rétine dysplasique, donc une rétine grisâtre, donc souvent associée à la trisomie 21. Alors, les amarthromes astrocytaires rentrent dans le groupe des pathologies qu'on appelle les phacomatoses, qui sont un groupe de pathologies avec des manifestations oculaires, cutanées et multisystémiques. Donc, ils peuvent entraîner l'apparition de lésions opaques, blanchâtres, multinodulaires, et qui, dans certains cas, peuvent être calcifiées, rendant le diagnostic difficile avec le rétinoblastome. Donc, d'autres pathologies toujours rares, les fibramyélines, qui sont liées à l'accumulation de gaines de myéline au niveau des axones, du nerf optique, donnant cet aspect caractéristique qui entraîne une leucocorie, avec cet aspect strié au niveau du pôle supérieur et inférieur du nerf optique. Le rétinoschilise congénitale, donc c'est une dégénérescence multikystique donnant une leucocorie, beaucoup plus rare. Donc le morning glory syndrome, qui a cet aspect en fleur de liseron. La papille aura une excavation qui est élargie, recouverte par du matériel glial avec une vascularisation anormale. On va passer aux affections vasculaires, avec en chef de file la maladie de Coats. Donc c'est probablement dans le diagnostic différentiel, avec la persistance de l'hyperplasie du vitré primitif, l'une des pathologies les plus fréquentes et dont le diagnostic sera plus difficile, le diagnostic différentiel avec le rétinoblastome. Donc c'est une rétinopathie exsudative progressive, donnant un tableau de leucocorie essentiellement, avec au fond d'œil une télangiectasie rétinienne périphérique, un dépôt d'exsudat lipidique jaunâtre intra- et sous-rétinien. Donc dans les formes avancées, les formes qu'on appelle pseudotumorales, ces dépôts exsudatifs sont massifs et peuvent faire suspecter un rétinoblastome, entraînant un décollement exsudatif de la rétine. Donc sur cette image, vous voyez qu'il y a un décollement complet de la rétine. On aperçoit en dessous les lésions, les dépôts lipidiques jaunâtres, pouvant conforter le doute diagnostique. Donc pour les formes pseudotumorales, le diagnostic se fera nécessairement avec l'échographie, qui permettra d'éliminer une masse rétinienne. Cependant, dans les formes avancées, on peut avoir une calcification, donc faisant toujours craindre le rétinoblastome. L'IRM permettra de poser le diagnostic, où l'on retrouvera un hypersignal en T1, T2, sans prise de produit de contraste, tandis que dans le rétinoblastome, on a un hypersignal en T1, un hyposignal en T2 avec prise de produit de contraste. Donc l'IRM permettra de faire le diagnostic différentiel. Donc nous rapportons notre expérience de maladie de Coats. Donc entre 2017 et 2021, nous avons rapporté 4 cas de maladie de Coats dans sa forme tumorale. Donc 3 ont été énucléés devant le diagnostic et c'est l'anatomopathologie qui nous a permis de poser le diagnostic de certitude. Un malade a été surveillé, qui s'est finalement compliqué en glaucome néovasculaire, ophtalmie, et l'énucléation est prévue. Alors, après la maladie de Coats, nous avons la rétinopathie des prématurés. Donc c'est une prolifération du système vasculaire chez l'enfant de bas poids moléculaire avec une oxygénation intempestive hyperbare, donc survenant en néonatologie. Donc cette hyperoxie va entraîner une ischémie rétinienne
qui va conduire à une prolifération fibrovasculaire. Donc c'est classifié en plusieurs stades, mais généralement à partir du stade 3, on a la leucocorie et ça peut se compliquer de décollement de rétine, faisant faire une forme exophytique de rétinoblastome. Donc beaucoup plus rarement la vitréorétinopathie exsudative familiale, donc donnant un tableau de leucocorie, des zones avasculaires, des exsudats pouvant évoluer vers un décollement de rétine tractionnelle. Donc, autre groupe de maladies, les maladies inflammatoires. Donc, le premier, c'est les uveites de l'enfant. Les uveites de l'enfant sont généralement d'évolution insidieuse et d'évolution chronique. Cependant, le rétinoblastome peut entraîner un tableau de pseudo-uvéite, donc lié aux nécroses tumorales. Mais devant une uvéite grave d'enfant, en général, l'inflammation sera beaucoup plus marquée, un hypopéon stable, un vitré donc inflammé. Par contre, dans le rétinoblastome, dans la pseudo-uvéite, les inflammations sont moins marquées, l'hypopéon beaucoup plus mobile, et c'est une uvéite qui sera résistante au traitement médical corticoïde ou antibiotique selon les étiologies. Donc la toxocarose, qui est une parasitose liée à Toxocara canis, généralement à l'interrogatoire, on note une notion de géophagie et de contact avec le chien. Le fond d'œil va retrouver un granulome choriorétinien avec un vitré qui sera un trouble inflammatoire. Donc, toujours dans les maladies inflammatoires, les endophthalmies endogènes pouvant entraîner une réaction vitréenne massive à distinguer de l'essaimage vitréen. La cellulite orbitaire de l'enfant, donc dans laquelle généralement l'examen du fond d'œil est tout à fait normal puisqu'il y a une absence de processus intraoculaire. La TDM permettra de mettre en évidence une sinusite, notamment ethmoïdale, qui est l'étiologie la plus fréquente. Alors, donc dans le groupe des autres affections, donc nous avons choisi de parler des tumeurs oculaires, donc notamment le méthyloépithélium, qui est une tumeur rare de l'enfant, mais qui doit être retenue. Il s'agit d'une tumeur épithéliale embryonnaire immature, développée aux dépens du corps ciliaire. Donc il faudra aussi avoir en tête tout ce qui est décollement de rétine, qu'elle soit spontanée, post-traumatique, régmatogène ou non, toujours réaliser une échographie pour éliminer une masse, un processus expansif sous-rétinien. Donc pour les formes avec exophthalmie et exorbitisme, donc il faut éliminer les tumeurs orbitaires de l'enfant, notamment le neuroblastome, où le diagnostic se fera par une exophthalmie, un échymose périorbitaire. Donc il faudra rechercher une tumeur primitive abdominale et doser les catécholamines urinaires. Les localisations orbitaires des hémopathies malignes, donc la leucémie aiguë lymphoïde et les maladies de lymphome de Burkitt, avec une localisation orbitaire. Donc, en conclusion, nous dirons que le rétinoblastome constitue une étiologie à redouter devant toute leucocorie et strabisme de l'enfant de moins de 5 ans. Le diagnostic de présomption n'est pas toujours facile, même après un examen clinique et la réalisation d'une imagerie. En cas de doute, il faut une surveillance clinique et paraclinique régulière, et dans certaines formes, malheureusement, l'énucléation permet d'avoir la certitude diagnostique. Je vous remercie.